Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma fiancée m'a abandonné pour faire la fête avec son ex 2 semaines avant notre mariage. Alors j'ai élaboré un plan discret dans son dos. Ce qui s'est passé ensuite a été son cauchemar. Il y a 2 semaines, je me suis réveillé comme tous les autres jours. J'ai tendu la main vers son côté du lit, mais il était vide, au début. Je n'y ai pas prêté attention. Peut-être était-elle partie courir ou faire une course matinale. Ce n'est qu'en me levant, en me brossant les dents et en voyant son côté de la salle de bain intacte que j'ai commencé à trouver ça étrange. Elle n'était pas là depuis la veille au soir. J'ai essayé de l'appeler directement sur messagerie. Je lui ai envoyé un texto. Hé, où es-tu? Je me suis réveillé. Et tu n'étais pas à la maison. Pas de réponse. Au fil des heures, j'ai commencé à paniquer. Mia me tenait toujours au courant. Si elle allait quelque part, elle m'envoyait au moins un message, l'après-midi. Son téléphone était toujours éteint, et j'étais déjà en pleine spirale. Mon esprit s'emballait. Allait-elle bien? Lui était-il arrivé quelque chose? J'ai appelé sa famille, pensant qu'elle était peut-être chez eux. Sa mère ne savait pas où elle était et semblait tout aussi inquiète. Son père a dit qu'elle n'avait rien mentionné à propos d'un départ. C'est là que j'ai vraiment commencé à perdre pied. Si même ses parents ne savaient pas où elle était, ce n'était pas juste un petit malentendu. Ensuite, j'ai contacté ses amis. Personne n'a répondu. Certains m'ont laissé en vue, ce qui m'a encore plus énervé. Ils étaient toujours bavards quand on sortait dîner ou faire la fête. Mais là, ils étaient soudainement silencieux. J'étais à bout. Le soir, je faisais les 100 pas dans le salon. Devais-je appeler la police? Et si quelque chose de grave était arrivé? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon téléphone était collé à ma main, à chaque notification. Mon cœur bondissait. Mais ce n'était jamais elle. Vers 4 heures du matin, complètement épuisé. J'ai ouvert Instagram par habitude, faisant défiler sans réfléchir. Et là, je l'ai vue, une photo de groupe de ses amis d'université dans un bar, riante, verres à la main, et elle, là, au centre, souriant comme si de rien n'était. Mon estomac s'est noué. J'ai fixé la photo, espérant me tromper, mais c'était bien elle. Le bar était tagué dans la publication. Par curiosité. J'ai cliqué dessus et j'ai réalisé que ce n'était même pas local. C'était en Espagne? En Espagne. Ma fiancée, la personne que je devais épouser dans 2 semaines, avait pris un avion et traversé la moitié du globe sans me le dire. J'avais l'impression que mon cerveau ne pouvait pas l'assimiler. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas l'être. Mais elle était là, souriant avec ses amis comme si tout allait bien. Pas de message. Pas d'appel. Pas d'explication. Rien. J'étais furieux. Qui fait ça? Comment peut-on disparaître sans un mot pour son partenaire? Je lui ai envoyé un texto immédiatement. Je sais où tu es. Tu ferais mieux de prendre le prochain vol pour rentrer, sinon le mariage est annulé. Peu m'importait si je semblais dur. Que pouvais-je dire d'autre? J'ai vidé mon cœur dans un message suivant, lui disant à quel point j'étais déçu. Mais a-t-elle répondu? Bien sûr que non. Son téléphone était toujours éteint. J'ai fini par fixer le plafond pendant des heures, repassant chaque moment de notre relation dans ma tête, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Le lendemain, ses parents m'ont rappelé, demandant si j'avais de ses nouvelles. Quand je leur ai expliqué ce que j'avais découvert, ils étaient aussi choqués que moi. En Espagne, a demandé sa mère, au bord des larmes. Son père a marmonné quelque chose à propos de ses photos amies, sous son souffle. Ils ont promis d'essayer de la contacter, mais je n'y comptais pas trop, à ce stade. Je n'étais même plus triste. J'étais juste en colère. L'amour de ma vie, la personne que je pensais connaître, avait choisi de faire la fête avec ses amis dans un autre pays plutôt que d'être ici avec moi. Ce n'était même plus une question de mariage, c'était une question de respect. Ce soir-là, elle a enfin appelé. Sa voix était calme, comme si de rien n'était. « Salut. Salut, a-t-elle dit nonchalamment, comme si nous n'étions pas au bord d'une rupture majeure. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase avant d'exploser. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ai-je dit, la voix tremblante. Tu as disparu. Mia. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Sais-tu à quel point j'ai eu peur? Elle a soupiré, agacée, comme si j'étais trop dramatique. Ce n'est pas si grave. A-t-elle dit? Pas si grave. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle a continué en expliquant que ses amis d'université avaient planifié ce voyage surprise depuis des mois. Ils ne lui en avaient pas parlé que la semaine dernière. Et tout était déjà réservé et payé. Elle ne voulait pas y aller au début, prétendait-elle. Mais ils ont insisté. Et elle ne voulait pas gâcher l'argent. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas simplement dit. Parce que je savais que tu allais surréagir, a-t-elle répondu. Alors je voulais y aller. Je le méritais. Je n'ai pas fait de voyage avec mes amis depuis des années. Surréagir. Je ne savais même pas quoi répondre à ça.
J'étais trop abasourdi pour crier. Je lui ai demandé directement. « Et notre mariage, tu y as pensé ?» Elle a balayé la question. « Je serai de retour avant. C'est juste 2 semaines. » « Détends-toi, toi. Détends-toi, toi. » Ce mot m'a fait vriller. « Si tu n'es pas de retour demain. » Lui ai-je dit. « Il n'y aura pas de mariage à ton retour. » Sa réponse. « Puisque tu sais déjà que je reste. Fais avec. » Et elle a raccroché. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Mais j'ai passé le reste de la nuit à ruminer ma colère. Chaque fois que je pensais à elle dans un bar en Espagne, rien pendant que j'étais ici à ramasser les morceaux. Mon sang bouillait. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas attendre qu'elle revienne. J'annulai le mariage. Elle voulait faire la fête. Très bien. Qu'elle fasse la fête autant qu'elle voulait. Mais elle ne reviendrait pas dans ma vie. Le lendemain matin, après cet appel horrible, je me suis réveillé avec un sentiment de vide. J'avais à peine dormi. Repassant notre conversation en boucle dans ma tête, je n'arrêtais pas de penser. Mon Dieu, comment s'est-on arrivé là? Quelques jours plus tôt, nous choisissions les saveurs du gâteau et finalisions la liste des invités. Maintenant, je fixais le plafond, essayant de me convaincre que ce n'était pas un mauvais rêve. Quand je me suis enfin traîné hors du lit, la première chose que j'ai faite a été de vérifier mon téléphone. Pas de texto, pas d'appel manqué, pas d'excuses, elle n'allait pas me contacter, au fond. Je le savais déjà. J'ai recommencé à faire défiler Instagram. Même si ça me faisait l'effet d'un coup de poing, encore des photos, encore des stories. Cette fois, elle était sur une plage, un verre à la main, un bras autour d'une amie. Elle semblait si heureuse, je n'étais même pas jaloux à ce stade. J'étais juste en colère. Ce n'était pas seulement qu'elle faisait la fête pendant que je perdais la tête, c'était qu'elle semblait s'en ficher. Pas de moi. Pas de nous. J'ai décidé que je n'allais pas rester là à attendre qu'elle revienne à la raison. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un texto à l'organisatrice du mariage. Il faut qu'on parle. Ça semblait irréel de taper ces mots, comme si je parlais du mariage de quelqu'un d'autre. Elle a répondu presque immédiatement, pensant probablement que j'avais un changement de dernière minute pour le plan de table. Elle était loin de se douter. Ensuite, j'ai rédigé un message pour nos invités. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé une éternité, réécrivant les mots dans ma tête avant de les taper. Bonjour à tous. Je voulais vous informer que le mariage est annulé. Merci de ne pas me contacter à ce sujet pour le moment. J'ai besoin de temps pour tout assimiler. Merci de votre compréhension. Je n'ai pas expliqué. Je ne pensais pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Dès que j'ai appuyé sur envoyer, les messages ont afflué. La plupart étaient compatissants. Je suis tellement désolé d'apprendre ça. Ou, fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais certains voulaient des détails. Que s'est-il passé? Demandait-il. Vas-tu bien? Je les ai ignorés. Je n'étais pas prêt à en parler. L'après-midi. La nouvelle s'était répandue, et les parents de Mia m'ont appelé. Leur voix tremblante de confusion. Que se passe-t-il? A demandé sa mère. Pourquoi les gens disent-ils que le mariage est annulé? J'ai tout expliqué. Depuis le moment où elle a disparu jusqu'à cet horrible appel, je leur ai parlé des textos, des posts Instagram, du mépris flagrant pour ce que nous avions construit ensemble. Sa mère a pleuré. Son père n'a pas dit grand-chose, marmonnant juste quelque chose à propos du fait qu'elle devait grandir. Ils ont promis d'essayer de lui parler, mais je n'y croyais pas. Si elle ne m'avait pas écouté, pourquoi écouterait-elle ses parents? Ce soir-là, elle a rappelé. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Je n'étais pas d'humeur à entendre ses excuses. Elle a envoyé un texto à la place. Réponds, s'il te plaît. Je veux juste parler. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai commencé à passer les appels difficiles, annuler la salle, le photographe, le fleuriste. Je pensais que ça ferait plus mal, mais honnêtement, c'était libérateur. Chaque annulation me donnait l'impression de reprendre un peu de contrôle. Je n'allais plus laisser ces actions dicter ma vie. L'organisatrice du mariage a été compréhensive. Je suis désolé d'apprendre ça, a-t-elle dit. Fais-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit. Les prestataires n'étaient pas aussi aimables. Certains ont facturé des frais d'annulation conséquents, ce qui a fait mal. Mais je me suis dit que je m'en occuperais plus tard, quand j'ai fini. Il ne restait plus qu'à ranger ses affaires. Je ne supportais pas de les voir. Alors j'ai tout fourré dans des cartons aussi vite que possible. Ses vêtements, ses livres, même les petits bibelots qu'elle insistait pour garder sur la table basse, tout est allé dans la pièce de rechange, hors de ma vue, hors de mon esprit. Ce soir-là, ses parents m'ont rappelé, ils avaient enfin réussi à la joindre. Elle était bouleversée et voulait rentrer, disait-il. Donne-lui juste une chance de s'expliquer, a plaidé sa mère. Elle t'aime, mais l'amour ne suffisait pas. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ça en premier lieu. Elle peut rentrer, ai-je dit, la voix froide. Mais elle ne reviendra pas vers moi. Elle est arrivée 2 jours plus tard. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée, sa valise dans le coffre.
Je n'ai même pas ouvert la porte. Elle a frappé encore et encore, en criant mon nom. « S'il te plaît, parlons. On peut arranger ça. » criait-elle. Sa voix s'est brisée, et pendant un instant, j'ai presque cédé. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'appel, de son rire dans les stories Instagram, de la façon dont elle m'avait dit de faire avec. Je te l'ai déjà dit. Ai-je répondu à travers la porte. Le mariage est annulé. Tu as fait ton choix. Elle s'est mise à pleurer alors. De gros sanglots bruyants qui résonnaient à travers la porte. Ça faisait mal de l'entendre comme ça, mais je ne pouvais pas la laisser revenir. Pas après tout ça. Finalement. Elle s'est partie, je l'ai regardée s'éloigner, les larmes coulant sur son visage. J'ai ressenti un poids se soulever, mais aussi comme si une partie de moi avait été arrachée. Ce soir-là, j'ai reçu une nouvelle vague de messages. Ses amis, sa famille, même quelques amis communs. Elle est vraiment désolée, disait-il. Ne dois-tu pas lui parler? Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Après que Mia est partie ce jour-là, la réalité de ce que j'avais fait a commencé à s'installer. Le mariage n'était pas juste en attente. Il était annulé. Fini. Et notre relation aussi, au début. J'ai ressenti une sorte de soulagement étrange, comme si j'avais enfin pris une décision et n'avais plus à m'angoisser à ce sujet. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps. Partout où je regardais, il y avait des rappels d'elle. Les petits magnets qu'elle collectionnait à chaque voyage qu'on faisait. Sa tasse préférée encore dans l'évier. La photo encadrée de nous au mariage de sa cousine l'année dernière, où tout le monde disait qu'on formait le couple parfait. C'était comme si l'appartement se moquait de moi. J'ai pensé à tout mettre dans des cartons et les déposer chez ses parents. Mais l'idée de voir le visage de sa mère me retournait l'estomac. Alors j'ai tout laissé dans la pièce de rechange et j'ai fermé la porte. Hors de vue. Hors de l'esprit. Non. Les messages continuaient d'arriver. Amis, famille, connaissances. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Certains étaient sincèrement solidaires, envoyant des messages comme « Je suis tellement désolé que tu traverses ça » ou « Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit ». Mais d'autres n'étaient pas aussi gentils. Quelques amis communs ont commencé à me pousser à bout. Sérieusement. Annuler un mariage pour ça. A écrit l'un d'eux. Elle ne t'a pas trompé. Elle est juste partie en voyage avec ses amis. Tu ne penses pas que tu exagères. Exagérer. Ce mot revenait sans cesse, et ça m'énervait à chaque fois. Je n'exagérais pas. Ce n'était pas à propos du voyage. C'était à propos de la manière dont elle l'avait géré. Elle ne s'était pas contentée de prendre un vol de dernière minute. Elle m'avait ghosté. Elle avait ignoré mes appels, mes textos. Toutes. Et quand j'ai enfin découvert où elle était, elle a agi comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Elle savait ce qu'elle faisait. Ai-je répondu à l'un des amis les plus insistants? Elle a fait son choix. Maintenant. Elle doit vivre avec. Ses parents étaient implacables. Ils m'appelaient tous les jours pendant une semaine, me suppliant de lui parler. Elle est dévastée, répétait sa mère. Elle sait qu'elle a fait une erreur. À un moment, son père a même essayé de me culpabiliser. Vous êtes ensemble depuis 6 ans, a-t-il dit? Vas-tu vraiment tout jeter à cause d'une mauvaise décision? Cette phrase m'a marqué. Une mauvaise décision. Était-ce vraiment juste une mauvaise décision, ou un signe de quelque chose de plus profond? Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qu'elle avait dit au téléphone. Comment elle avait besoin d'expérience avant de s'installer. C'était comme si elle regrettait déjà la vie que nous construisions ensemble. Et je ne pouvais pas effacer ça. Finalement, mes parents s'en sont mêlés. Je ne sais pas si la famille de Mia les avait appelés, ou si la nouvelle s'était simplement répandue. Mais une nuit, j'ai reçu un texto de ma mère. Il faut qu'on parle. Quand je l'ai rappelée, elle n'a pas perdu de temps. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé. Pourquoi le mariage est-il annulé? J'ai essayé d'expliquer, mais ça ne semblait pas rentrer. Elle m'interrompait sans cesse, demandant pourquoi je ne pouvais pas simplement lui pardonner et passer à autre chose. Quand les gens font des erreurs, a-t-elle dit, tu n'es pas parfait non plus. Tu sais, ça m'a blessé. Bien sûr, je n'étais pas parfait. Personne ne l'est. Mais ce n'était pas une petite dispute à propos de l'endroit où aller dîner ou de qui avait oublié de faire la vaisselle. C'était ma fiancée qui m'avait abandonné 2 semaines avant notre mariage pour faire la fête dans un autre pays. Ce n'est pas juste le voyage. Maman, ai-je dit, c'est la manière dont elle l'a géré. Elle ne m'a pas respecté. Elle n'a pas respecté notre relation. Elle a soupiré. Je pense juste que tu fais une grosse erreur. C'était la fin de la conversation. Le point de rupture est arrivé quelques jours plus tard quand les amis d'université de Mia m'ont envoyé un email. Pas juste un texto ou un message direct, un vrai email. Je suppose qu'ils pensaient que je les avais bloqués partout ailleurs. Alors c'était leur dernier recours. Le message commençait par des excuses à moitié sincères. « Nous sommes désolés de la tournure des événements », écrivait-il. Nous ne voulions pas que ça aille aussi loin, mais en continuant à lire, il devenait clair qu'ils n'étaient pas en train de s'excuser pour ce qu'ils avaient fait.
Ils essayaient de rejeter la faute sur moi. Mia était vraiment impatiente pour ce voyage. Écrivait-il. Elle était tellement stressée par le mariage, et nous pensions que ça l'aiderait à se détendre. Nous ne pensions pas que tu réagirais comme ça. Réagir comme ça? Comme si c'était ma faute d'être bouleversée que ma fiancée ait disparu sans un mot. Le pire, c'est qu'ils ont admis l'avoir encouragée à m'ignorer. On lui a dit de ne pas s'inquiéter pour tes textos. Écrivait-il. On pensait que tu te calmerais une fois qu'elle serait rentrée. Mais calmé. Il pensait que je me calmerais pendant qu'il faisait la fête à l'autre bout du monde avec ma fiancée. Je n'ai même pas fini de lire l'email. Je l'ai supprimé et bloqué leur adresse. À la fin de la semaine, j'avais atteint mon point de rupture. J'ai envoyé un texto aux parents de Mia pour leur dire qu'elle pouvait venir récupérer ses affaires. Je n'allais pas les déposer. Et je n'allais pas rester pour une grande confrontation émotionnelle. Dites-lui juste de venir quand je ne suis pas là. Ai-je écrit. Sa mère m'a appelé immédiatement. S'il te plaît, parle-lui. A-t-elle supplié? Elle pleure sans arrêt. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle a besoin de te voir. Elle avait besoin de me voir avant de monter dans cet avion. Ai-je répondu. Ça l'a fait taire. Le lendemain, Mia m'a envoyé un texto pour la première fois depuis son retour. Pouvons-nous parler? Je veux juste expliquer, mais je n'avais pas besoin d'explication. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis désolé. Ai-je répondu. C'est trop tard. Elle n'a pas répondu. Quand elle est venue récupérer ses affaires, je pensais que je me sentirais mieux, comme si je pouvais enfin laisser tout ce désastre derrière moi. Mais en regardant son père porter carton après carton jusqu'à la voiture, j'ai ressenti une étrange douleur dans la poitrine. Ce n'était pas censé se terminer comme ça. Nous étions censés construire une vie ensemble, planifier notre avenir, vieillir côte à côte, et maintenant, tout ça était fini. Quand ils ont fini, son père s'est approché de moi et m'a serré la main. Je suis désolé que ça ait dû se terminer comme ça. A-t-il dit. Moi aussi. Ai-je répondu. Mia n'a rien dit. Elle est juste montée dans la voiture et est partie cette nuit-là. Je me suis assis dans l'appartement vide et j'ai regardé les cartons qu'elle avait laissés. Photos. Lettres. Petits souvenirs de nos voyages. Je n'avais pas le cœur de les jeter, pas encore. À la place. Je les ai poussés dans le placard et j'ai fermé la porte. Les jours suivants, le départ de Mia ont été calmes, mais pas de la manière paisible que j'avais espéré. Le silence était étouffant, comme si les murs de l'appartement se refermaient sur moi. C'était la première fois en années que je n'avais personne à qui envoyer un texto. Personne à appeler. Je ne pouvais même pas regarder les réseaux sociaux sans être rappelé à elle. Ses amis, que j'avais déjà bloqués, ont commencé à essayer d'autres moyens pour m'atteindre. Quelques amis communs qui n'avaient pas encore choisi leur camp ont essayé de jouer les médiateurs. Mia regrettait vraiment tout. M'ont-ils dit « Parle-lui ». Juste une conversation. Je leur ai dit la même chose qu'à tout le monde. C'est fini. Arrêtez de remettre ça sur le tapis. Mais la pression ne s'arrêtait pas. Certains amis, que je pensais de mon côté, ont commencé à se retourner contre moi. Elle est égoïste. A écrit l'un d'eux. Mais vous êtes ensemble depuis 6 ans, et tu jettes tout ça à cause de ton ego. Ce mot encore. Ego. Comme si j'étais un maniaque du contrôle qui ne supportait pas qu'elle s'amuse sans moi. Ce n'était pas ça. C'était une question de confiance, de respect. Je l'ai bloqué aussi. Mes parents, en revanche, étaient implacables. Chaque fois que je leur parlais, ils ramenaient Mia sur le tapis. Tu devrais lui donner une chance, disait ma mère pour la 3e fois en autant de jours. Elle a fait une erreur, mais elle est jeune. Vous l'êtes tous les deux. Elle n'est pas trop jeune pour savoir communiquer. Ai-je rétorqué. Mon père a ajouté. Parfois, il faut regarder la situation dans son ensemble. Es-tu vraiment prêt à laisser 6 ans partir à cause d'une dispute? Ce n'était pas une dispute. Ai-je dit. C'était un choix, et elle a choisi de partir. Il ne comprenait pas, il ne comprendrait probablement jamais. Le point de rupture avec mes parents est arrivé 1 semaine plus tard quand je suis passé chez eux pour récupérer quelques affaires. Ma mère m'a coincé dans la cuisine et a commencé son discours habituel. Elle nous a appelés, a-t-elle dit. Elle est dévastée. Ne penses-tu pas que tu devrais au moins l'écouter? Non. Maman. Ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme. Elle a insisté. C'est une bonne fille et tu le sais. Elle s'est juste laissée emporter par le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. J'ai craqué alors. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ça. Pointe finale. Ma mère a eu l'air de recevoir une gifle. Elle n'a rien dit après ça. Et quand je suis parti, je savais que les choses ne seraient plus jamais pareilles. Au milieu de tout ça, les amis d'université de Mia m'ont recontacté. Cette fois en m'envoyant un texto depuis un nouveau numéro. On voulait juste dire qu'on est désolé encore pour ce qui s'est passé. Disait le message. On ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. Je n'ai même pas répondu. Ils avaient déjà clairement exprimé leur position quand ils avaient
convaincu Mia de m'ignorer et de rester en Espagne. Leurs excuses n'avaient plus aucun sens maintenant. Mais ils continuaient à envoyer des textos. « Elle est malheureuse sans toi », écrivait l'un d'eux. « Elle est prête à tout pour arranger ça. Parle-lui, s'il te plaît. » J'ai bloqué le numéro. Ce que je voulais, c'était avancer. Je voulais me réveiller un jour et ne plus avoir l'impression que ma vie venait d'imploser. Mais chaque fois que j'essayais, quelqu'un d'autre me ramenait dans ce chaos. Amis communs, sa famille, même des gens qui nous connaissaient d'à peine, donnaient leur avis comme s'ils avaient le droit de me dire quoi faire. La seule chose qui m'aidait était le travail. J'ai commencé à me plonger dans mon boulot, prenant tous les créneaux possibles. Restant tard quand je pouvais, c'était épuisant. Mais au moins, ça m'empêchait de penser. Je me suis aussi mise à la salle de sport. Pas parce que j'avais un grand plan pour me transformer ou gagner la rupture, mais parce que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour me sortir de la maison. Au début, c'était juste une façon de passer le temps, mais ça a fini par devenir une routine, une distraction. 2 semaines après que Mia a récupéré ses affaires, j'ai reçu un texto de ses parents. « Elle voudrait te parler », a écrit son père. Juste une conversation. Pour clore les choses, ce mot m'a fait rire amèrement. Elle ne se souciait pas de clore les choses quand elle est partie pour l'Espagne. Elle ne s'en souciait pas quand elle ignorait mes appels et me disait de faire avec. Maintenant, elle voulait clore les choses. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, je l'ai croisée dans un café. Je ne l'avais pas vue depuis le jour où elle était venue chercher ses affaires, et ça m'a pris par surprise. Elle était assise près de la fenêtre, fixant son téléphone. Elle semblait fatiguée, plus vieille d'une certaine manière. Je me suis figé. Une partie de moi voulait partir avant qu'elle me voie. Mais avant que je puisse me retourner, elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, c'était comme si le temps s'était arrêté. Elle a esquissé un sourire et a fait un signe de la main. J'ai hésité. Puis je me suis dirigé vers sa table. « Salut », a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés là, mal à l'aise, pendant quelques secondes avant qu'elle ne désigne la chaise en face d'elle. « Tu veux t'asseoir ?» Je l'ai fait. Nous n'avons pas parlé du mariage, du voyage, ou de ce qui nous avait déchirés. À la place, nous avons fait des banalités. Elle m'a parlé de son nouveau travail. Je lui ai parlé du mien. C'était poli, presque distant, comme si nous étions de vieilles connaissances rattrapant le temps perdu quand je suis enfin parti. Je me suis senti étrange, pas triste exactement, juste vide. Cette rencontre m'a fait réaliser quelque chose. Je n'allais jamais obtenir la fermeture que je voulais, ni d'elle, ni de personne. La seule façon d'avancer était d'accepter que certaines choses n'ont pas de sens et que certaines blessures ne guérissent pas proprement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Après cette rencontre avec Mia au café, j'ai beaucoup pensé à elle, pas dans l'idée qu'on pourrait se remettre ensemble, mais plutôt en essayant de comprendre les 6 dernières années. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Aurais-je pu faire quelque chose différemment? Étais-je trop dur, trop inflexible? Ces questions me hantaient. Je repassais tout dans ma tête tard le soir, quand l'appartement était trop silencieux. La manière dont elle riait quand nous nous sommes rencontrés à l'université, comment nous passions des nuits entières à parler de nos rêves, et à quel point nous étions sûrs de notre avenir ensemble, sixant de souvenirs. Et pourtant, nous voilà, étrangers maintenant. J'ai commencé une thérapie environ 3 mois après la rupture. Une bonne amie, l'une des rares qui m'avait soutenu à travers tout ça, me l'a suggéré, au début. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je vais bien, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de temps, mais le temps n'aidait pas. Chaque fois que je pensais avancer, quelque chose me ramenait en arrière, un souvenir, un texto de quelqu'un qui ne savait pas que le mariage était annulé. Même une chanson à la radio, c'était épuisant. La première séance de thérapie était gênante. Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai juste lâché. J'étais censé me marier, mais j'ai tout annulé. Le thérapeute a hoché la tête et m'a demandé d'expliquer, en parlant, toute la colère. La confusion et la culpabilité que j'avais refoulées se sont déversées. À la fin de la séance, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. La thérapie n'a pas tout réglé du jour au lendemain, mais elle m'a aidé à déballer beaucoup de choses que je n'avais même pas réalisé porter. J'ai commencé à voir à quel point ma colère ne concernait pas seulement le voyage, mais des problèmes plus profonds. La manière dont Mia avait géré les choses m'a montré à quel point nous voyions notre relation différemment. Pour moi, le mariage était un partenariat. Pour elle, ça semblait être quelque chose qu'elle faisait parce qu'on l'attendait d'elle. Le thérapeute m'a posé une question qui m'a marqué. Si ça n'était pas arrivé, penses-tu que tu aurais remarqué ces différences plus tard? J'y ai beaucoup réfléchi. Peut-être que le mariage aurait eu lieu, et nous aurions passé des années ensemble avant de réaliser que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que c'était mieux que ça se termine maintenant, même si ça faisait un mal de chien. J'ai commencé à me concentrer davantage sur moi. Je ne me contentais plus d'aller à la salle de sport,
Je me fixais des objectifs. J'ai commencé à courir le matin, ce que je n'avais jamais fait avant. Je me suis inscrit à un cours de cuisine parce que j'en avais marre de manger des plats à emporter tous les soirs. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis plongé dans des projets, me suis porté volontaire pour des tâches supplémentaires. Et j'ai même obtenu une petite promotion après quelques mois. Mes collègues plaisantaient en disant que je devenais accro au travail. Mais peu m'importait. C'était mieux que de rester à la maison à me morfondre. Mia m'a envoyé un texto une fois, environ 6 mois après la rupture. C'était court, juste un simple. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message pendant longtemps, incertain de comment répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre voulait répondre quelque chose. Pas pour raviver quoi que ce soit, mais juste pour, je ne sais pas, reconnaître le temps que nous avions passé ensemble. Finalement, j'ai répondu. Je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. Elle n'a pas répondu. Et ça m'allait. Mes parents et moi ne parlions plus beaucoup. Ils étaient tellement attachés à l'idée de Mia et moi comme couple parfait qu'ils ne voyaient pas à quel point les choses c'était devenu toxiques vers la fin. Chaque fois que j'essayais d'expliquer, elle balayait ça comme si j'étais têtu ou dramatique. Ça faisait mal. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à chercher leur approbation. J'ai commencé à passer les fêtes avec des amis plutôt qu'avec ma famille. Et honnêtement, c'était mieux comme ça. Un an après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai réalisé que je me sentais plus léger. Pas heureux exactement, mais plus alourdi par tout ce qui s'était passé. Je n'étais plus en colère. Je ne repassais plus nos conversations en boucle dans ma tête ou ne me demandais plus si j'avais fait le bon choix. J'ai revu Mia une fois, au mariage d'un ami commun. Elle était avec quelqu'un de nouveau, et moi aussi. Nous avons échangé des sourires polis de l'autre côté de la salle, mais aucun de nous n'a approché l'autre. Plus tard cette nuit-là, en dansant avec ma cavalière, j'ai réalisé que je n'étais pas triste, pas jaloux. Je ne ressentais rien, c'était fini. En regardant en arrière maintenant, je pense qu'annuler le mariage a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était douloureux, compliqué et absolument déchirant, mais ça m'a forcé à affronter des choses que j'aurais peut-être ignorées autrement. J'ai beaucoup appris sur moi-même au cours de la dernière année. J'ai appris à établir des limites et à défendre ce dont j'ai besoin dans une relation. J'ai appris qu'il est acceptable de s'éloigner de quelque chose, même si on y a investi des années, si ça ne nous convient plus. Et surtout, j'ai appris que parfois, lâcher prise est la seule façon d'avancer.